Exercice 6, si vous vous rappelez, le groupe de 15 femmes et chaque personne connaît au moins 7 autres, etc. Si vous vous rappelez, on avait montré qu'il suffisait euh, de deux unités de temps ou quelque chose comme ça pour répercuter l'information. L'exercice 1 et l'exercice 3, ils sont semblables. Dans un réseau téléphonique constitué de deux N centraux téléphoniques, disposés de telle façon que chaque centrale est reliée par une ligne téléphonique directe avec au moins N autres centraux. Donc en fait, il est relié avec la moitié, n'est-ce pas? Montrer qu'il est toujours possible d'établir une liaison entre deux centraux quelconques. Bon, quand on dit montrer cela, ça veut dire qu'on va montrer que le graphe, il est connexe, exactement. Donc, pour montrer ça, on peut procéder comment? Par l'absurde. Exactement. Donc, on peut procéder par l'absurde. On va supposer qu'il y a au moins un central qui peut ne pas atteindre les autres. Donc, comment on peut faire cela? Donc, on va essayer de faire rapidement. Parce qu'on a déjà fait, mais ça va être exactement la même donc, série. Tu vois? Donc, pause. Deux centraux, X et Y, ne sont pas des chaînes, c'est ça. Donc, si on considère X central X est relié N autres centraux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, monsieur. Et qu'est-ce que je peux dire? Donc, combien de centraux ne sont pas reliés à X? S'il est relié exactement à N autres centraux, donc il y a exactement combien? N-2. N-2? Oui, monsieur, parce que Allah, là, par le M. Oui, mais il est relié à deux, il y a deux N. Si je prends un, il est relié à N. Donc, il est relié à N. Il reste les N autres auxquels on va enlever. Donc, c'est N-1. Oui, monsieur, oui. Auquel X n'est pas relié. Et Y en fait partie. Ah oui, parce qu'on a dit que X et Y ne sont pas reliés par une chaîne ni par une arête. Parce que s'ils étaient reliés par une arête, on va dire qu'ils sont reliés par une chaîne.
D'accord? Oui. Et qu'est-ce que je peux dire de Y? Y, lui aussi, dans n voisin, mais d'après ce qu'on vient de faire, il lui reste moins de n. Exact. Donc, Y est lié une O. Donc, bah, ceux qui ne... Donc, forcément, il est relié à l'un des voisins de X. C'est bon? Centrale Y est aussi relié à un autre centraux. S'il euh, s'il n'y a pas de chaîne qui le relie à Y, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est relié à ceux qui ne sont pas reliés à X. Monsieur, Oui? Je veux monsieur, dire, donc, euh, oui, bon. oui, je Donc, vous écoute. d'accord, on a dit qu'il y a exactement n-1 auquel x n'est pas relié. Donc, si on suppose que y est relié à tous les n autres centraux et que n-1 ne sont pas reliés à x, alors forcément, il y en a un qui sera relié. C'est ça, D'accord, merci. c'est ça. C'est-à-dire comme Y est relié à n autres centraux, ben, dans le pire des cas, il va être relié aux n-1 qui sont là, mais forcément, il y en a un autre qui doit être relié à X. C'est-à-dire que si je dis, puisqu'il n'y a pas de chaîne entre X et Y, donc oui, le central Y est relié normalement, est relié centraux qui ne sont pas reliés à X. Enfin, parce qu'il n'y a pas de chaîne. Sinon, il y aura une chaîne. Et comme il y a moins de 2. Ah. Or, centrale Y est aussi reliée par hypothèse ici. Forcément, il est relié à l'un des voisins de X. Est-ce que vous avez compris? Le central Y est relié aux centraux qui ne sont pas reliés à X. Sinon, il y aura une chaîne. On a supposé qu'ici, entre Y et X, il n'y a pas de chaîne qui les relie. D'accord? Donc, d'un côté, on a vu que X est relié à un autre centraux, et donc il reste exactement n-1 autres centraux qui ne sont pas reliés à X, auquel X n'est pas relié, et Y en fait partie. Le central Y est relié aux centraux qui ne sont pas reliés à X. Ben oui, parce que sinon, il y aura une chaîne.
Mais on va rajouter ici, mais il m'en reste que n-2. D'accord? Vous comprenez pourquoi n-2? Parce que j'ai enlevé aussi y. Parce que dans les n-1, il y a aussi y. Donc, si je considère à quel sommet, enfin, quels sont les centraux auxquels y est relié, ben, il n'en restera que n-2. D'accord? Or, le central y est aussi relié à n autres centraux par hypothèse. Donc, forcément, il est relié à l'un des voisins de x. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice, sur la solution? Sinon, on passe à l'exercice suivant. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, j'ai une question par rapport à ce qu'on a vu au cours. La connexité, lorsqu'on a parlé de graphe eulérien, on a dit qu'il est connexe à des points près ou quelque chose comme ça, entre parenthèses. oui, oui. Je n'ai pas vraiment compris la signification de cette phrase. D'accord. Ça n'a rien à voir avec cet exercice. Quand je dis qu'il est connexe. Lorsqu'on a parlé Oui, de connectivité, je me suis rappelé de la question. D'accord. Oui. À des points près, à des points isolés près, c'est dans la définition, dans la proposition. Oui, c'est Donc, ça. Oui. on dit qu'il est eulérien si, d'une part, il est connexe à des points isolés près. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un graphe eulérien? Ça veut dire qu'il admet un parcours eulérien. Il admet en particulier un cycle, on va dire un cycle eulérien. Un cycle eulérien, c'est quoi? On passe par toutes les arêtes une seule fois, on revient une seule fois. D'accord. Donc, si je prends par exemple, allez, on va dessiner un petit graphe. Bon, c'est pas grave, je vais copier ça. Et CTRL-V. Est-ce que celui-là, il est eulérien? Oui. Oui. Maintenant, si, on va dire ça, c'est un sommet, bien sûr. Voilà. Passer. Et j'arrive pas. Bon, je vais en faire un truc un peu plus grand, c'est pas grave. On a dit que celui-là, il est eulérien. Pourquoi il est eulérien? Parce qu'il respecte les deux conditions. La première, c'est qu'il est connexe. La deuxième, c'est que tous les sommets sont de degré pair. C'est bien ça? Oui. D'accord. Maintenant, si je rajoute des sommets qui sont isolés, est-ce qu'il est connexe? A priori, oui, parce que la condition de faire les arêtes, elle est toujours
Vérité. Bah oui, celui-là, il est eulérien. Exactement. Même avec ce sommet qui est isolé, parce qu'on passe par toutes les arêtes une et une seule fois. On peut utiliser un parcours dans lequel on passe par toutes les arêtes une et une seule fois, sans repasser par la même arête une deuxième fois. Le graphe, il n'est pas connexe, on va dire il est connexe à des sommets isolés près. C'est-à-dire qu'il y a quelques sommets isolés près. Je peux en mettre autant que je veux. D'accord? Le graphe reste eulérien, n'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, monsieur, lorsqu'on a un graphe eulérien, on ne peut pas directement déduire qu'il est connexe. Donc. Non. Ah, Enfin, d'accord. celui-là, il est eulérien, mais Il n'est pas connexe. il n'est pas connexe. À des sommets isolés près. Ça veut dire que on peut avoir des sommets isolés en plus. Soit il est connexe, soit il n'est pas connexe, mais il a que des sommets isolés près. C'est-à-dire que si je rajoute une arête ici, ou je ne sais pas, peu importe, allez, même si je fais comme ça, je rajoute encore. Cette fois-ci, je vais rajouter ça, CTRL-C, et V. Celui-là, il n'est pas connexe. Est-ce qu'il est eulérien? Oui. Ben non, Mais on il a n'est la pas eulérien. condition- Est-ce qu'on peut créer un parcours par lequel on peut passer par toutes les arêtes une et une seule non, fois non, et non. revenir au point de départ? Ben non. Parce que si je commence ici, je ne pourrais pas utiliser celle-là. Si je commence là, je ne peux pas rentrer dans celle-là. Donc Mais il n'est pas ça eulérien. peut être la parité, la parité Non. des sommets. Ben oui, la parité, elle est vérifiée, mais il n'est pas connexe. C'est pour ça qu'on Ah, dit d'accord. il est connexe à des sommets isolés près. C'est-à-dire que je peux accepter qu'il y ait des sommets isolés près, des sommets isolés, mais il faudrait que sinon, il faut qu'il soit connexe. Ah, d'accord. Celui-là, il n'est pas connexe. D'accord? Vous avez compris. C'est-à-dire que si c'était que des sommets isolés, il n'y a pas de problème. Il n'est pas Donc, connexe. d'accord. Donc, avoir des Il sommets n'est pas isolés, connexe. c'est une condition. Et elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, soit vous avez des sommets isolés, soit vous n'avez rien. Vous avez une composante connexe et des sommets isolés. Soit vous avez Ah, une d'accord. composante connexe et rien. Ah, D'accord? ok, très bien. Oui. Très bien. Merci, monsieur. Et désolé pour le mauvais timing Non, de non, il la n'y a pas de question. souci. Bah, quand vous pouvez poser des questions à tout moment, il n'y a pas de souci. Alors, s'il n'y a pas de questions sur cet exercice, on passe à le deuxième exercice. Alors, soit G, un graphe connexe montrant qu'il existe un sommet X tel que le sous-graphe de G engendré par le sous-ensemble de sommets X moins grand X moins petit x est toujours connexe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un sommet dont la suppression garde le sommet et le graphe connexe. Il existe toujours un sommet X tel que le sous-graphe engendré par le sous-ensemble X moins petit x est toujours connexe. C'est bon? Alors, comment on peut faire cet exercice? Comment on peut démontrer? En théorie des graphes, bon, les styles de démonstration, bon, il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a certaines qui se répètent souvent. Si vous vous rappelez, j'ai fait quelques démonstrations et dans certaines, et ça, on peut le rencontrer un certain nombre de fois, j'utilise toujours le chemin élémentaire le plus lent. Et là aussi, ça va être la même idée, si vous voulez.
Donc, les démonstrations, c'est soit par l'absurde, soit par récurrence, soit. Mais en théorie des graphes, on l'utilise parfois quand on veut montrer quelque chose. Parfois, hein, je ne dis pas tout le temps, bien sûr. Il arrive qu'on utilise, on prend comme premier élément, si vous voulez, on considère le chemin élémentaire le plus lent et on part de ce chemin pour essayer de démontrer la propriété qu'on veut démontrer. Donc, pour l'exercice 2, donc, ce qu'on veut montrer, qu'il existe un sommet dans la suppression ne pas, déconnecte pas d'accord? Donc, alors, considérons le chemin, la chaîne élémentaire la plus longue de ce graphe, soit C égale, on va prendre x0, x1, x2, etc. ماشي هاد لاشين فيها كاع لي زيليمون. Bon, on va considérer la chaîne élémentaire la plus longue. Elle peut ne pas comporter tous les éléments. Si le graphe n'admet pas une chaîne eulérienne, elle ne sera pas la plus longue. Elle ne contiendra pas tous les sommets. Enfin, si le graphe n'est pas hamiltonien. Pardon. D'accord. D'accord? On a considéré seulement la plus longue possible, mais il faut qu'elle soit élémentaire. Alors, montrant que soit x0, soit xk, 0 on va dire, et un sommet en suppression ne déconnecte pas le graphe. Ah, là, maintenant, on va supposer le contraire. Supposons que supposons que le graphe engendré à x moins 0 n'est pas connexe. Alors, continuez.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a deux sommets. Et il n'y aura pas de chaîne qui va les relier à cause de la suppression de x0. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord s'il n'est pas connexe? Ça veut dire que x moins ce graphe-là, enfin, on va dire euh, le graphe G', on va l'appeler, engendré par x moins 1 n'est pas connexe. Donc, si vous voulez, G' comporte Deux composantes connexes. au moins deux composantes connexes. Enfin, au moins deux composantes connexes. Et lorsque j'ai enlevé x0, x0 d'un côté, il est relié à x1, n'est-ce pas? Ça, on le sait, on le voit dans la chaîne, là. x0, il est relié à x1. D'accord? Et quand j'ai enlevé x0, ça a déconnecté le graphe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x0 est relié à autre chose, d'accord? Et qui appartient à une autre composante connexe. Donc, c'est pas la pleine longue chaîne élémentaire. Exactement. Donc, ça veut dire que si euh, s'il a déconnecté le graphe, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que x0 était relié. Donc, le sommet x0 est donc relié à. Bon, excusez-moi, je vais juste. Donc, on va dire ici au moins deux composantes connexes. Donc, on va dire C1, C2, etc. Ah, et on suppose que C1 est celle qui contient les sommets qui sont là. Bien, d'accord? C'est-à-dire que comme ils constituent une chaîne, donc ils vont rester comme étant une composante connexe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, C1 contient tous les sommets x1, x2 jusqu'à xk, et x0 est relié d'une part à x1 et d'autre part à un sommet y appartenant à C2. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Et comme il appartient à C2, bien sûr, Y est différent de X2, X3, etc. Jusqu'à XK. Donc, c'est un autre sommet. Donc, ceci implique que la chaîne Y, et jusqu'à là, je vais rajouter tout ça, et est plus longue que C. Contradiction.
C'est clair? Donc, au début, on a considéré la chaîne la plus longue, la chaîne élémentaire la plus longue dans le graphe. Donc, on l'a noté C. Et dans cette chaîne, on va représenter ces sommets, c'est x0, x1, x2, xk. Donc, on voulait montrer que x0 est un sommet dont la suppression ne déconnecte pas le graphe. D'accord? Donc, supposons que G' engendré par x moins x0 n'est pas connexe. Alors, s'il n'est pas connexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suppression de x0, enfin, on essaye de démontrer par l'absurde. Donc, la suppression de x0 déconnecte le graphe. Donc, G', qui est engendré, enfin, c'est le graphe engendré par x moins x0, donc comporte au moins deux composantes connexes qui sont C1, C2, etc. C1, c'est celle qui contient ces sommets-là, et C2, c'est une autre composante. Donc, on sait que x0 est relié d'une part à x1 et d'autre part à un sommet y appartenant à C2. Parce que sinon, pourquoi la suppression de x0 a déconnecté le graphe? C'est que forcément, le graphe il était connexe, mais quand on a enlevé x0, ça a déconnecté le graphe. Ça veut dire que x0, c'était une sorte de pont, c'était une sorte de lien entre C1 et C2, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il reliait C1 et C2. Donc quand on a enlevé x0, ça a déconnecté le graphe en deux ou trois composantes ou plus composantes connexes. Donc ça veut dire que x0, forcément, était relié à un sommet de la composante connexe C2. Ben, si on appelle ce sommet y, donc ça veut dire que si x0 était relié à y, et qui est c'est un sommet qui est différent de x1, x2, etc. Donc ça veut dire que y, x0, x1, x2 est plus longue, est une chaîne élémentaire. Plus longue que la chaîne qu'on a considérée comme étant la plus longue, C. Donc on est arrivé à une contradiction. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de faire? De cette façon, on peut démontrer qu'on peut trouver même 200, mais non pas seulement un. De la même façon, on peut procéder pour la fin de la chaîne. Pour xk. Oui. On peut dire qu'il y a toujours au moins deux sommets. Si on considère la chaîne la plus longue, on peut dire qu'il y a au moins deux sommets. Monsieur? Oui. Monsieur, mais attention, excusez-moi, la suppression de l'un des deux, pas les deux. Hein. Oui, l'un des deux, mais ça revient à dire que chacun d'entre eux, il va déconnecter. Sa suppression ne déconnecte pas le graphe. Exact. Donc, oui, qu'est-ce que vous voulez dire, mademoiselle? Oui, moi je voulais dire qu'il y avait une deuxième hypothèse, mais je ne sais pas si elle est juste ou pas. Oui. Quand on parle de chaîne connexe, on a au moins, chaque sommet a au moins une arête qui le relie à notre sommet, au minimum. Oui. On dit que si X est relié à un sommet seulement, alors s'il est déconnecté, alors rien ne change parce que ce sommet sera dans le coin, à l'extrémité. Donc s'il part, ça ne va pas affecter le graphe. Ou sinon, si X il a plus que deux arêtes, alors forcément les autres X aussi auront plus de deux arêtes. Et s'ils sont déconnectés avec X, ils auront l'autre arête. Avec quoi ils seront connectés. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste parce que on ne sait pas pour les autres sommets. Quand vous dites si le sommet il a une seule arête, je suis d'accord avec vous. Mais s'il a un degré supérieur à 2, bah pour les autres, qu'est-ce que je peux rien dire. Non, c'est pas ça. On a prouvé que si il existe un sommet X qui a
Oui, enfin, s'il y a au moins un sommet X qui a une arête seulement, donc on pourra l'enlever, on a prouvé. Mais si tous les sommets ont au moins deux Ah, arêtes, parce que s'il y a une arête ah seulement, on avait d'accord, prouvé. d'accord. Si tous les sommets ont D'accord, deux oui, arêtes, oui, oui. alors, Oui. ils seront reliés forcément à un autre. Et donc, ça va garder la connexité. Euh, oui, ça se tient. Ça se tient. Ce que vous dites. Il y a toujours un cycle. On a démontré que lorsque tous les sommets sont supérieurs ou égaux à 2, enfin sont de degrés supérieurs ou égaux à 2, ça veut dire qu'il y a dans le graphe, il y a des cycles. Ça veut dire que les sommets, en fait, qui sont supérieurs de degrés supérieurs ou égaux à 2, appartiennent tous à des cycles. Oui, 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 votre démonstration tient debout. ماشي كيفاش حتى قلنا باللي يا اما نحو اكس زيرو يا اما اكس كا ماشي لي دو على فوا. Ben, en fait, la démonstration, c'est de dire qu'il existe un sommet dont la suppression ne déconnecte pas le graphe. Donc, on a démontré pour x0, d'accord? On peut démontrer aussi que la même chose pour xk. D'accord? C'est-à-dire la suppression de xk ne déconnecte pas le graphe. Mais pas les deux. Pas les deux en même temps, c'est ce que je voulais dire surtout. Je peux enlever x0, le graphe il reste connexe parce que j'ai gardé xk. Je peux enlever xk, le graphe il reste connexe parce que je garde x0. Mais si j'enlève les deux, je ne peux pas garantir. D'accord, monsieur. D'accord? Oui. Donc, monsieur, Oui. on peut enlever une des deux extrémités de la chaîne élémentaire et comme Ça ça, ne déconnecte pas le. Exactement. Merci. Le but de cet exercice, c'est qu'il existe toujours un sommet dont la suppression ne déconnecte pas le graphe. Il existe toujours un sommet dont la suppression ne déconnecte pas le graphe. Ça veut dire que si vous avez un réseau, je ne sais pas, un réseau informatique, et c'est que dans ce réseau, vous voulez enlever un nœud, mais qui ne déconnecte pas tous les autres, bah, sachez que ce nœud existera. Existe. Pas n'importe lequel, mais ce nœud existe. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'êtes jamais dans une situation dans laquelle n'importe quel nœud va déconnecter le graphe. Jamais. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Exo 3. S'il n'y a pas de questions, bien sûr, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, une société est constituée de 15 sites. Chaque site est relié par une ligne spécialisée à au moins 7 autres. Le serveur de base de données est placé sur l'un des sites. Est-il possible d'accéder? Bon, vous êtes d'accord avec moi que l'exercice 3, c'est l'exercice 1 et c'est l'exercice 6 de la série précédente. Donc, on passe. D'accord? Idem, exo 1. S'il n'y a pas de questions, on passe à l'exo. Exo 4, il y a je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, je ne me souviens pas, qui m'a posé la question en me disant je n'ai pas très bien compris le diamètre. Bah, dans cet exercice, on va parler du diamètre. L'étudiante, elle est là? Ou l'étudiant qui m'a parlé du diamètre? Par email, je crois, j'ai reçu un mail. Est-ce que vous êtes là? Celui ou celle qui m'a parlé du diamètre dans un mail.
il ou elle n'est pas là. Bon, alors, dans cet exercice, on a un graphe non orienté, simple et connexe d'ordre n. Alors, on appelle longueur d'une chaîne qu'on va noter mu, qui relie deux sommets x et y, à le nombre d'arêtes de cette chaîne, tout simplement. Donc, on peut représenter ça par cardinal de mu. Donc, la longueur d'une chaîne mu qui relie x et y, c'est le nombre d'arêtes qui constitue cette chaîne. On désigne par E de x, y l'écart qu'on appelle l'écart entre x et y, la longueur de la plus courte chaîne joignant x et y. Donc, c'est le minimum des longueurs des chaînes reliant x et y. Parce que si vous avez deux sommets x et y, il peut y avoir plusieurs chaînes qui relient x et y. Donc, s'il y a plusieurs, l'écart entre x et y, c'est la longueur de la plus courte chaîne. Quand je dis la plus courte, c'est en nombre d'arêtes. Hein. Il n'y a pas le poids ici, il n'y a pas de poids. Et bien sûr, E de x est égal à 0, c'est-à-dire l'écart entre un sommet et lui-même est égal à 0. On appelle écartement d'un sommet x, c'est le nombre qu'on désigne par E de x, qui est le max des E de xy pour tous les y appartenant à grand X. Donc l'écartement d'un sommet x, c'est le max des écarts qui relient x à tous les autres sommets. On parle de diamètre. Le diamètre, c'est quoi? C'est le max des écarts pour tous les sommets. Pardon, c'est le max des écartements pour tous les sommets. Ça va être aussi le max des écarts entre tous les couples. C'est la même chose. Donc, l'écartement, c'est le max des écarts. L'écartement d'un sommet, d'abord. L'écartement d'un sommet, c'est le max des écarts pour ce sommet par rapport à tous les autres sommets. Et le diamètre, c'est le max des écarts entre tout couple de sommets. D'accord? On note ça par petit e de g. Le rayon de x, c'est le minimum des écartements. Donc le rayon, c'est le minimum des écartements. Donc ça veut dire que vous avez, entre tous les sommets, vous avez pour chaque sommet l'écartement qui lui correspond. Donc le rayon va correspondre au minimum de ces écartements. Ensuite, le centre d'un graphe, c'est un sommet pour lequel le grand E, c'est-à-dire l'écartement par rapport à ce sommet, est égal au rayon du graphe. On nous donne ici un graphe. Oui. Ici, on peut dire que le diamètre, c'est le maximum de tous les écartements. Grand E, c'est pas petit E. C'est la même chose, oui. Le diamètre, c'est le maximum de grand E et c'est en même temps le maximum des... Parce que quand vous prenez l'écartement, c'est le maximum pour un X donné. L'écartement d'un sommet. Donc, c'est le maximum des écartements aussi. On va voir, quand on va dresser, en fait, quand on va essayer de travailler par rapport à ce graphe, on va dresser une matrice. Hein, c'est ce qui va nous permettre de déterminer un peu les différentes chaînes ou les différentes distances. D'abord, les écarts entre les différents couples de sommets. Ensuite, on va calculer les écartements, le diamètre, le rayon et le centre. Bon. Donc, si on considère ce graphe, je vais essayer de réduire pour que j'ai à la fois
On a ça. Je ne sais pas si je peux enlever ça. Voilà. Ouais, ça ne veut pas. Et ici, donc pour l'exercice 4, bon, ça va être un peu difficile de reprendre le graphe. Je ne vais pas redessiner le graphe, mais on va dresser une matrice. Je vais prendre ça. Il y a un X0, il n'y a pas. Six, est-ce qu'il y a 7? Oui. Ah, encore. Ici. 5, 6 et 7. Cette matrice, elle va correspondre, ici, on va dire que c'est les écarts. On va revoir un petit peu l'énoncé. Voilà, ça va trop vite. La première mesure, c'est les écarts entre X et Y. Donc, c'est la matrice que je vais faire ici, ça va correspondre à ça. Donc, bon, entre X et X, X1 et X1, vous êtes d'accord avec moi que ça va être 0, n'est-ce pas? Entre X1 et X2, attendez, je reviens juste. Alors, l'écart, il est de combien entre X1 et X2? Exact, oui. Entre X1 et X3, entre X1 et X3, c'est plutôt 2.
Bon, en fait, il y a deux chaînes possibles. Il y a celle qui passe par x2, ensuite x3, de x1, x2, x3, ou bien x1, x7, x3, x5, x3. Mais on doit prendre le minimum. Dans les écarts, on nous dit que c'est le minimum, donc on va prendre le 2 ici. L'écart entre x1 et x4, 2 aussi. x1 et x5, non, c'est 2 aussi. On passe par x7. On peut passer comme ça de x1, x7, x5. De x1, x6, 3, là c'est 3, oui. x1, x7, 1. 1. Ah, Exact. Et là, vous serez d'accord avec moi en disant que ça va être une matrice symétrique. C'est-à-dire que je vais avoir ici 1, ici 2, ici 2, ici 2, un troisième 2, et ici 3 et 1. Exact, oui. 0. Donc c'est juste qu'il faut que je fasse ça. Alors, entre x2 et x3. Exact. 1, oui. x2, x4, 1. x2, x5, 2. 2. x2, x6, 2. x2, x7, 2, 2. On passe par 2. On peut passer par x1. Ouais. Alors, x3, x2. Bon, bien sûr, ça va être symétrique, donc je vais reprendre le 1, 1, 2, 2 et 2. Ici, ça va être 0. x3, x4. x3, x4, 2, oui. x3, x5, c'est 1, oui. x3, x6, 3. x3, x6, c'est 3. x3, x7, 2. Pareil, donc la symétrie, 2, 1, 3 et 2. La distance, ou si vous voulez, l'écart entre x et y est égal à l'écart entre y et x. C'est pour ça que la matrice, elle est symétrique. 0, x4, x5, x4, x5, c'est 1, oui. x4, x6, c'est aussi 1. x4, x7, c'est 2. Oui. La symétrie, donc 1, 1 et 2. Et la diagonale, c'est 0. On est à x5, x6. 2, x5, x7, c'est 1. Donc on a le 2, on a le 1, et le 0, et x6, x7, x6, x7, oui, 3. Et on met ici un 3 aussi, et il nous reste le dernier 0. Voilà donc la matrice des écarts. Est-ce que tout le monde a suivi ce qu'on a fait ici? Maintenant, si je regarde
Allez, je vais agrandir ça. Les écartements de chaque sommet, ben, je vais l'écrire ici, le grand E. Ça, c'est petit e, ce qu'on vient de faire ici. Si vous voulez, c'est petit e, x, virgule, y, comme ça. Et ici, ça va être grand E de x. Donc ça, c'est les écartements d'un sommet. Les écartements, donc, ça correspond à quoi? C'est le sommet le plus loin de x. Donc, on va chercher, c'est le maximum de la ligne. C'est-à-dire que le sommet qui est le plus loin de x1 par exemple, c'est x6 et il est à 3 pas. Donc, on va dire qu'ici, le maximum, c'est 3. Ici, le maximum, c'est 2. Maximum, c'est 3. Le maximum, c'est 2. C'est 2. 3 et 3. D'accord? Donc ça, c'est les écartements d'un sommet, l'écartement d'un sommet par rapport à dans le graphe. C'est-à-dire qu'en fait, le sommet le plus loin de x1, ben, il se trouve à 3 pas. Le sommet le plus loin de x2, il se trouve à 2 pas. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, x2, il est un peu plus proche des autres sommets que x1. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux atteindre n'importe quel sommet en partant de x2 en seulement 2 pas. Par contre, x1, ben, il y a certains sommets, il va falloir faire 3 pas. Vous avez compris? D'accord? Donc x2, ben, je peux atteindre n'importe quel autre sommet de x2 en seulement 2 pas. C'est-à-dire vers x1 en un seul pas, vers x7 2 pas, vers x3 un seul pas, x4 un seul pas, x5 2 pas, x6 c'est 2 pas. Donc vous voyez que je peux atteindre n'importe quel sommet au maximum 2 pas. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Enfin, le diamètre. C'est le maximum C'est le maximum des écartements. C'est le max des écartements. Y, pour tous les Y. Donc, c'est égal à 3. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le diamètre ici? Ben, ça veut dire que c'est les deux sommets qui sont les plus loin l'un de l'autre. En empruntant la chaîne la plus courte, bien sûr. C'est-à-dire, je peux emprunter la chaîne la plus longue et à ce moment-là, ben, je vais éloigner encore plus. Mais en empruntant la chaîne la plus courte en termes de nombre d'arêtes, les sommets les plus loin l'un de l'autre, ils se trouvent toujours à 3 pas au maximum. C'est-à-dire, quel que soit le couple que je vais prendre ici, dans mon graphe, ici, quel que soit le couple que je vais prendre, au maximum, il me faut juste 3 pas pour atteindre l'un vers l'autre. D'accord? Donc ça, c'est le diamètre. Ensuite, il y a le rayon. Qu'est-ce que c'est le rayon? Ben, cette fois-ci, c'est le minimum des écartements. Si, enfin, c'est le maximum des écartements ou des écarts. Hein. Ici, c'est le minimum des écartements. Et donc, ça nous donne, si on regarde ici, c'est 2. En fait, c'est quoi ce rayon? Là, ce sont les distances minimales qui nous permettent d'atteindre les autres sommets en étant un peu bien situés. C'est-à-dire que le diamètre, c'est ceux qui sont mal situés. C'est-à-dire que le maximum qu'il me faut, c'est 2. C'est 3, pardon. C'est 3.
en empruntant toujours les chaînes les plus courtes. Par contre, si je suis bien situé, ben, le maximum va devenir égal à 2. D'accord? Si je suis situé un peu vers le centre, donc ce qui nous donne le centre, qu'est-ce que c'est le centre? On nous dit que ce sont les sommets qui ont leur écartement égal au rayon. Là, on va voir les sommets qui ont leur écartement qui est égal au rayon. Ben, c'est le sommet 2, x2, le sommet x4, le sommet x5. Donc les centres, ben, au pluriel, c'est x2, x4 et x5. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, Normalement, monsieur. très bien. Cinq. Alors, on revient à notre... Je vais voir un peu ce qu'il y a comme exercice encore. Ok, on va essayer de faire cet exercice et on arrête là. On va faire l'exercice 5. S'il n'y a pas de questions pour l'exercice 4, bien sûr. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à intervenir. Alors, l'exercice 5, donc, soit un graphe G orienté, simple, et M, de terme général MIJ, sa matrice d'adjacence. Donc, vous connaissez la définition de la matrice d'adjacence. On définit par récurrence sur l'entier K, qui est supérieur ou égal à 2, la puissance booléenne M puissance K, qui est la matrice de terme général. Donc, MIJ puissance K, c'est le OU pour L allant de 1 à N de MIL puissance K-1 et MLJ. Donc, IL ici, et ici LJ. Alors, on pose M puissance 1, c'est M. M chapeau, c'est M puissance 1 ou M puissance 2 ou jusqu'à M puissance N. Alors, la première question, donner une interprétation aux éléments de M puissance L. On aurait pu écrire puissance K. Donner une interprétation aux éléments de la matrice M puissance L. Ben, pour faire ça, on va essayer de donner une interprétation aux éléments de la matrice M puissance 2, déjà, pour commencer. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? C'est clair comme ça? Pas trop petit?
Donc, si on essaye de calculer m puissance 2, ça. Donc, si on veut calculer m puissance 2, ben, on va utiliser la formule générale, c'est m puissance 2 c'est égal à quoi? C'est un ou. Ça va être un peu compliqué à écrire, sauf si j'utilise des formules mathématiques. Est-ce que j'ai la possibilité de le faire ici? Alors, la formule mathématique. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas le ou, j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être pas bien chercher, mais. Je ne connais pas. Oh, c'est pas grave. Allez. Donc, on va dire que c'est un ou jusqu'à n. L, et de 1 jusqu'à n. Fois n puissance k-1, c'est-à-dire 1, n'est-ce pas? Et le et, c'est ça le problème. Alors, je vais faire quelque chose un peu fait par les cheveux, mais ça marche. L, on est 10. Et celui-là en puissance. Ici, LJ. On a 10. Donc, 1 puissance 2, d'après la formule, c'est 1 puissance K, IJ. Enfin, j'ai oublié le IJ. IJ est égal au ou pour L allant de 1 jusqu'à N de MIL puissance K-1, donc c'est 1, et MLJ. Donc ça, c'est quoi en d'autres termes? MIL puissance 1, c'est quoi? Par hypothèse, enfin, on nous dit qu'on pose M puissance 1, c'est M. Donc je peux enlever le puissance 1. Donc je peux reprendre tout ça, CTRL-C, et en enlevant le 1 ici.
Et si je réécris maintenant ça, c'est égal, bah c'est ça. Faisons varier le L. Donc le L, ça va être au début, c'est 1. C'est 1 avec un OU. Ensuite, le L, c'est 2, etc. Ça, N. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je n'ai fait que développer ce OU, donc en développant sur le L, donc je fais varier le L de 1 jusqu'à N. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? C'est bon? Vous êtes là? C'est pas évident sans exemple, monsieur. C'est juste des Pardon? formules pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste des formules. Il n'y a C'est pas pas de, y a vraiment pas de des. problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, vous avez des termes avec le et, comme le est logique, hein, et qui sont combinés avec des ou, n'est-ce pas? Donc, vous avez ici des ou avec des termes qui sont reliés par des et. Enfin, vous avez une formule qui est, comment on appelle ça? C'est une forme, alors, Disjonctifs. disjonctive, c'est ça. C'est des ou de et. Donc, c'est la forme disjonctive. V, c'est pas. Ben, c'est cette forme, quand est-ce qu'elle est égale à 1? Ou quand est-ce qu'elle est égale à 0? Parce qu'en fait, on a des éléments ici, MIJ, les MI1, MI2, etc. C'est quoi? C'est des termes d'une matrice d'adjacence qui sont égaux à 0 ou 1, n'est-ce pas? Quand est-ce que ce terme est égal à 1 ou quand est-ce que ce terme est égal à 0? Ben, vous êtes d'accord avec moi que quand il y a des ou, donc il suffit qu'il y ait un parmi ceux-là qui soit égal à 1 pour que tout ce terme soit égal à 1, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Il suffit qu'il y ait un terme, donc il suffit qu'il existe un certain cas, là, où on va dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour ne pas confondre avec le cas. Il suffit qu'il existe. On va l'appeler K, ou un H tel que MIH, MHJ soit égal à 1 pour que MI soit égal à 1 aussi. Claire, vous êtes d'accord avec moi? Parce que là, je n'ai rien dit de sorcier. Vous avez des ou au milieu. Donc, il suffit qu'il y ait un parmi ces termes qui sont en et, hein, des conjonctions, pour que ce terme qui est à gauche soit égal à 1. Et quand est-ce que ceci est égal à 1? Il faut que les deux soient égaux à 1, n'est-ce pas? Oui, monsieur.
si seulement si. Égal à 1 et celui-ci est égal à 1. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un arc qui relie I vers H et un arc qui relie H vers J. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, MIJ puissance 2 est égal à 1 s'il existe un certain sommet H, d'accord? Tel que I est relié à H, ensuite H est relié à J. D'accord? Donc, en quelque sorte, on va obtenir la symétrie. Non. Ça veut dire qu'il existe un chemin de longueur E reliant I vers J. Voilà ce que ça veut dire. Il existe un H, un sommet intermédiaire, qui me permet d'aller de I vers H, ensuite de H vers I. Peut-être pas un seul chemin. Parce que j'ai dit, cette expression, elle est égale à 1 si un des éléments est égal à 1. C'est-à-dire qu'il existe un H, mais peut-être pas un seul H, plusieurs. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs. Mais en fait, pour chacun, il correspond en fait à un chemin de longueur 2, à chaque fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, Oui, si mais- c'est égal à 1, ça veut dire que c'est un chemin de longueur 2 qui va de I, ensuite il passe par 1 et ensuite il va vers J. Ça, si c'est égal à 1, ça veut dire qu'on a un chemin de longueur 2 qui va de I vers le sommet 2, ensuite il va vers le sommet J. Et ainsi de suite. Donc, s'il existe un indice ou un sommet H qui fait que ceci est égal à 1, ça veut dire qu'en fait, MIH et MHI est égal à 1, donc ça veut dire que MIH est égal à 1 et MHJ est égal à 1. Ça veut dire qu'il y a un arc de I vers H et un arc de H vers J. Et donc ça veut dire qu'il y a un chemin de I vers J qui passe par H, donc qui est de longueur 2. Et ça sera de même si on continue à la puissance 3, 4, on obtiendra des longueurs. Justement, voilà, exactement. Exact. C'est une sorte de récurrence que je voulais faire. Donc, si on essaye de faire la suite, on va se rendre compte que, en fait, M puissance 3, ça va être égal. En fait, maintenant, enfin, il fallait, je n'ai pas encore bien écrit les choses. C'est juste pour relever. Est égal. Bon, allez, on va. Ça. Je ne sais pas si je peux avoir. J'ai pas d'accolade. Bon, j'ai pas d'accolade, mais c'est pas grave. Bon, je vais la faire comme ça. Allez, c'est pas une belle accolade, mais c'est pas grave. Donc, est égal à 0. Là, quand est-ce que c'est égal à 0? Là, quand c'est des ou, ça veut dire que tous les termes sont nuls, n'est-ce pas? C'est-à-dire tous les termes là qui sont reliés par des et sont nuls. N'est-ce pas? Donc, il n'existe pas un chemin de longueur 2 reliant les Exactement. Exact. Si I n'existe pas, le chemin de longueur de reliant
vers J. Ici existe un chemin reliant vers J. Donc, si on essaye de faire la même chose pour 3, on va reprendre ça. Quelqu'un qui est en train de... Je ne sais pas si... Ce qui s'est passé. Revenons. Donc ici, avec le 3, ça va être 2 ici, n'est-ce pas? Et donc, je vais avoir encore la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais avoir ça, CTRL C. Ceci est égal. Avec L variant de 1 à N, donc j'aurai ici 1, 1, V, exact. Et on va directement jusqu'à N. Écoutez, laissez-moi au moins terminer cette question. Hein, c'est... Hmm. Donc voilà. Donc là, donc c'est le même raisonnement. Donc cette expression, elle va être égale à 1 si un des termes qu'il y a là si un des termes qui est là est égal à 1, n'est-ce pas? Et le terme qui est là, c'est égal. Est-ce que vous me suivez là? C'est bon? Donc, on a dit ce terme est égal à 1 si un des termes qu'il y a ici est égal à 1. Donc, ça veut dire qu'il existe le même principe. Il existe un certain h, d'accord, tel que. Donc, on va avoir ça. Il existe un certain h tel que juste c'est ça, un IH puissance 2 et un IHJ est égal à 1, etc., etc. Donc, bien sûr, bien sûr. Donc, ça veut dire que les deux sont égaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il y a un chemin de longueur 1 qui relie I vers H, un chemin de longueur 2 qui relie I vers H, et un chemin de longueur 1 qui relie H vers J. N'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'en fait, on a un chemin de longueur 3. Donc, ici, on va dire même raisonnement. Avec des points derrière. Donc, MJ sens 3, comme ça directement.
égale à 1 si seulement si il existe un chemin de longueur 3 reliant I vers J. Je vais continuer comme ça le raisonnement. Donc, MIJ généralisé, MIJ puissance K est égal à 1 si seulement si. Ben, c'est soit égal à 0, soit égal à 1. Donc, quand j'écris si seulement si, ça veut dire que si la condition à droite n'est pas vraie, c'est égal à 0. C'est ça. Un chemin de longueur reliant I vers J. Voilà. Donc, en fait, on peut détailler un peu plus, mais vous avez compris le principe, j'espère. Si vous avez compris pour MIJ puissance 2, vous pouvez facilement refaire pour MIJ puissance 3. Et si je suppose que, donc par récurrence si vous voulez, je suppose que pour MIJ puissance K-1, la relation est vraie, je peux démontrer ensuite la relation ou la propriété, ou si vous voulez, la signification de MIJ puissance K. C'est-à-dire que c'est une récurrence qu'il va falloir développer. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Très bien. Donc voilà, donner une interprétation aux éléments de MIJ puissance L ou MIJ puissance K. Donc MIJ puissance L, chaque élément est égal à 1 s'il existe un chemin de longueur K reliant I vers J, est égal à 0 sinon. Voilà. Ensuite, interpréter les éléments de M chapeau, en particulier MII chapeau. Ben, vous ferez ça pour la prochaine fois. En principe, la prochaine fois, on fera du présentiel, donc on va essayer de faire la suite en présentiel. Ok, c'est bon? Ok, très bien. Donc, je